Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Bonjour Loubna. Bonjour Magali. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Loubna, qui est une juriste qui casse les codes. C'est pas si courant. Le droit est parfois un tout petit peu aride, ou en tout cas nous semble comme ça. Et Loubna Tigrossine, vous la retrouverez aussi sur LinkedIn. Elle a une newsletter qui est hyper bien faite quand on ne comprend pas tout. Celle qui vient de sortir sur les obligations de l'employeur en matière de chaleur m'a hyper étonnée parce que finalement c'est un vrai sujet et on ne peut pas passer à côté. Donc merci Loubna de nous consacrer un peu de temps. Merci à toi Magali, je suis très contente et merci pour l'invitation. Effectivement, casser les codes n'est pas courant, mais c'est important quand on touche surtout à la sécurité, la santé des salariés et des dirigeants aussi évidemment, parce que nous sommes un tout, on est tous dans le même bateau. Donc merci beaucoup. Alors cet épisode il est un peu particulier parce que j'ai recensé un certain nombre de lieux communs que j'ai pu entendre sur le droit et ce que ça empêchait de faire. Et donc, tu as gentiment accepté de jouer le jeu, de nous aider à démonter ces lieux communs qu'on peut entendre dans les entreprises, qu'on peut entendre dans la bouche de dirigeants, qu'on peut entendre dans la bouche de managers. Alors, ils sont pas dans un ordre particulier. Je vais commencer par un premier parce que je sais que c'est un sujet sur lequel toi tu travailles. C'est un manager qui peut dire de toute façon c'est la RH qui gère. Moi je suis là pour piloter la performance et le reste c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'on répond à un manager qui nous dit ça? Alors, dans un premier temps, je ne veux pas du tout culpabiliser dans le sens où on a quand même aujourd'hui dans le monde de l'entreprise des schémas qui sont déjà préétablis. C'est-à-dire qu'on sait que le rôle des RH, c'est de gérer le personnel, de gérer toute cette paperasse administrative, juridique, etc. Et que le manager est là pour piloter son équipe et faire monter, on va dire, les taux, la rentabilité, etc. Ça, c'est normal. C'est un postulat de départ. Mais si on se penche sur le côté conformité, c'est normal qu'un manager ne se sente pas concerné, tout simplement parce que ce n'est pas dans les usages. En tout cas, en France, ce n'est pas dans les usages de dire que pour onboarder mon nouveau manager, je vais le former à gérer son équipe de manière conforme. Ce n'est absolument pas un usage. Donc déjà, on vient casser quelque chose, casser ces usages-là. Deuxième chose, les condamnations des employeurs, des entreprises, elles ont commencé à partir de quand? C'est-à-dire que le litige a commencé à partir d'une relation entre un manager ou une hiérarchie et un salarié, ou des salariés des fois. Donc en fait, avoir un manager outillé qui saura répondre et adopter au moins les premiers réflexes, je dis même les premiers secours, c'est-à-dire que j'ai ma petite valise avec moi de réflexes, de bonnes pratiques que je vais mobiliser dans un instant T, ça va faciliter énormément les choses après. Pourquoi? Parce que des fois, on le sait, la communication n'est pas descendante. Des fois, on n'a pas le temps de parler de certaines choses, on minimise et parfois, le sujet arrive chez les RH beaucoup plus tardivement. Et c'est pour ça que pour moi, former des managers, c'est aussi intégrer dans leur formation de management de manière générale, intégrer cet aspect conformité. Non pas pour alourdir, mais justement pour gagner en confiance managériale. Oui, je comprends. Et faire en sorte que les dossiers soient propres finalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de se dire qu'il y aura forcément un conflit. On est dans une logique de se dire par principe, les dossiers sont propres et bien traités et ça protège tout le monde. Absolument, on part jamais du principe qu'il va y avoir forcément un contentieux, qu'il va y avoir un problème. On part du principe que je suis manager, je saurais pas réagir dans certaines situations. Je te donne un exemple. En cas de plainte pour harcèlement, par exemple, si j'ai un salarié ou une salariée qui vient vers moi
qui me dit écoute, on m'a dit ça, on m'a fait des avances un peu trop insistantes, on m'a mis la main aux fesses pendant un séminaire, des choses comme ça, et là on est dans l'agression sexuelle évidemment, je suis manager, j'ai 20 milliards de choses à gérer, je n'ai même pas les outils pour répondre à ça. Premièrement, est-ce que on m'a déjà sensibilisé sur le sujet? Je pense pas. Est-ce que ma réponse va peut-être faire mal à la personne en face? Ma réponse va peut-être faire prendre des risques à l'employeur? Ma réponse va peut-être être enregistrée, d'ailleurs, parce que maintenant, avec les enregistrements clandestins, ma réponse va rester dans la tête de mon interlocuteur. Il va me faire un mail et dire « Bonjour, tu m'as dit ça, non, c'est illégal, etc. » Et là, on part dans un cercle qu'on aurait tellement pu éviter, justement en ayant ces outils et ces réflexes. Ouais, je comprends et je suis très convaincue. Ce que j'entends aussi, alors c'est plus des dirigeants, entre autres de PME, PMI, qui disent maintenant on peut plus rien dire et on peut plus rien dire à un collaborateur sans risquer d'être accusé de harcèlement. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, ce que je réponds, c'est que c'est vrai que dans l'imaginaire et quand je lis un peu tout ce qui se dit sur LinkedIn, franchement, j'ai l'impression des fois qu'on met beaucoup de choses dans le harcèlement et qu'on ne le définit pas. Parce qu'en fait, tout n'est pas du harcèlement, tout n'est pas litigieux, mais par contre, il faut quand même rester dans un cadre, c'est-à-dire qu'on a beau avoir une belle relation, on va dire une ambiance assez friendly dans l'entreprise, assez ouverte, etc., restons quand même dans ce cadre parce que nous restons liés par un contrat de travail et que demain, quand il y a un souci, il n'y a plus cette ambiance friendly, il n'y a plus et donc ça casse un peu la confiance. Donc c'est vrai que moi, quand je forme des dirigeants, des fois, on me dit mais moi, c'est mon bébé, l'entreprise, c'est le bébé du dirigeant, mais pas le bébé des salariés. Et c'est très difficile parce que moi-même, je suis à mon compte et que des fois, voilà, je compte pas mes heures, des fois, je suis mon propre esclave et je peux comprendre, mais je ne peux pas imposer à ceux qui travaillent avec moi en fait le même rythme, je ne peux pas leur demander d'avoir ce même engagement. Et c'est vrai qu'il faut savoir se détacher. Est-ce qu'on ne peut plus rien dire? Non, on peut toujours dire, mais en revanche, effectivement, la parole, elle a un poids, elle a aussi des risques qu'elle peut faire courir à l'entreprise. On ne peut plus rien dire signifierait que, en fait, ça y est, on n'a plus de liberté. Mais est-ce que la liberté, c'est blesser les autres? Est-ce que la liberté, c'est faire du mal? Est-ce que c'est se faire du mal à soi-même aussi? Parce que je parle beaucoup de responsabilité de l'employeur, mais moi, j'ai vu des dirigeants tomber en burn-out parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs équipes, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'ils ont été dépassés. Donc, on n'est pas du tout... C'est pour ça que j'ai commencé mon propos par dire je ne culpabilise personne, oui. Parce qu'on n'est pas du tout dans cette dichotomie pro-employeur, pro-salarié. Je suis pro-droit et le droit, il est... je veux dire, on se détache de ses convictions et passions. Le droit, il est là, il est clair et on n'a pas à l'ignorer, en fait. Mais en fait, et tu as raison d'insister, l'objectif de cet épisode n'est pas du tout de donner mauvaise conscience. L'objectif, et tu l'as hyper bien dit, en fait, ce qui lie un salarié à son entreprise, c'est le contrat de travail. Donc, il y a contrat et il y a travail. Donc, on est dans l'univers du droit du travail. Donc, faire comme si c'était qu'une contrainte, c'est accepter de signer un contrat, mais se dire qu'il va être en poids. Et c'est pas habile, en fait. C'est pas habile. C'est-à-dire que le contrat de travail, c'est aussi un élément, on est d'accord, qui protège et le salarié et l'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je le dis, il protège tout d'abord l'entreprise aussi. Parce qu'en fait, je me lie avec quelqu'un, je mets un cadre, c'est d'abord pour protéger la relation que je lui impose. Et de toute façon, il faut quand même qu'on reste dans cette... on va dire qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même un lien de subordination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une hiérarchie, moi, employeur, je donne des directives auxquelles le salarié doit se conformer, c'est tout à fait normal que j'ai un cadre. Moi, je comprends quand on a envie de, je dirais pas flouter la relation, la dimension vie privée, vie pro, parce que ça, c'est impossible. Mais c'est quand même important d'avoir une bonne ambiance de travail. Oui. C'est quand même important de bien s'entendre. C'est un facteur très motivant de se dire que je suis écoutée en tant que salarié et en tant que dirigeant, de me dire qu'on me fait confiance, on me confie des choses. Mais encore faut-il instaurer ce climat de confiance. C'est-à-dire que si j'ai envie qu'on se confie à moi et qu'on ne fasse pas des écrits, par exemple, que mes salariés soient procéduriers et que je le prenne mal, non, il ne faut pas le prendre mal parce que c'est comme ça. Et l'employeur, je l'encourage aussi à faire des écrits, à rester de bonne foi, parce que ça reste un contrat. Désolé, ça casse peut-être le décor. Mais non, tu as raison. Mais je veux dire, un contrat engage...
Il donne des droits et obligations et demain, voilà, ça sera discuté. Mais ça n'empêche pas d'avoir une très bonne ambiance de travail. Clairement pas. Mais là encore, tu marques un point et moi, ça me permet aussi d'évoluer. C'est-à-dire que finalement, quand quelqu'un achète un bien immobilier, il y a un contrat avec un notaire et on considère bien que ce contrat va s'appliquer. Souvent, on le lit, on écoute avec attention la lecture. Mais parce que finalement, au-delà du contrat, il n'y a pas de relation. J'achète un bien à quelqu'un, je le verrai peut-être 2 fois dans ma vie. Là, on a un cadre légal, on a un contrat de travail et on a une relation qui est une relation continue et qui peut durer. Et c'est là où je pense que c'est plus compliqué dans la tête aussi de se dire je suis dans un cadre de contrat et en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une relation de qualité. Et il faut bien distinguer les deux finalement. Et surtout, avoir un cadre n'est pas le contraire de avoir une bonne ambiance de travail. Et moi, je trouve que justement, en plus là, on arrive, ça va être la semaine de la QVCT, de la qualité de vie, conditions de travail. Et c'est vrai qu'on a plus tendance à le voir comme un concept marketing ou comme parce que moi, j'entends, je vois, oui, c'est des cours de yoga, c'est la fameuse corbeille de fruits, le baby foot, etc. Oui, c'est ok. C'est très bien quand on a des séminaires, cohésion d'équipe, des choses. C'est super d'investir dans ça. Mais si à la base, je ne respecte pas les droits les plus élémentaires de mes salariés, si à la base, je ne leur permets pas de s'exprimer en toute confiance, ma QVCT, elle n'est pas là. Parce que c'est pas ça. Et du coup, vraiment, je pense qu'on peut vraiment avoir une bonne organisation quand on est capable de se remettre en question et ne jamais oublier que le droit ne doit pas être une barrière. C'est-à-dire qu'on ne doit plus le voir comme une contrainte, mais un allié business. C'est-à-dire que plus je cadre, et plus je me protège, et plus la relation, elle est saine, en fait. C'est le bon mot, et la relation, elle est saine. Donc finalement, je vais arriver à mon lieu commun suivant que j'entends souvent. On passe notre temps à remplir des papiers. Les gens font référence aux documents uniques, aux nouvelles évolutions, à tout ce qu'il faut remplir chaque année. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette documentation annuelle que l'entreprise doit produire ? Moi, je suis d'accord, en France, on est quand même les rois de la paperasse. Ça, je le dis toujours. On est les champions de la paperasse. Les RH, malheureusement, ne prennent pas à cœur leur métier parce qu'ils sont débordés par cette lassitude administrative. Et juridique. Et c'est aussi pour ça quand on est RH, on a malheureusement parfois pas la chance de pouvoir faire de la strat, de pouvoir faire du pilotage, de pouvoir faire des sujets de fond, de suivre vraiment en mode gestion de projet. On est dans l'exécution de tâches, cocher des cases. Et c'est extrêmement lourd et lassant. Maintenant, tu as évoqué l'exemple du document unique, donc c'est le DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est le document le plus, et je le dis, j'assume, le plus horrible à faire, dans le sens où, en fait, il nous oblige à recenser tous les risques par unité de travail, par département, par service, leur gravité, indice de fréquence, etc. Là, ça paraît comme ça assez relou, assez lassant, c'est normal. En revanche, ce document, il est obligatoire dès le premier salarié. Et en général, on l'oublie, on ne sait pas qu'il existe et on le découvre plus tard. Sauf qu'on a peut-être scalé, peut-être qu'on a augmenté l'effectif et on se rend compte que, ah ouais, on a du taf. Donc en fait, c'est aussi ça la sensibilisation au droit, c'est de se dire que à partir de quel seuil, j'ai quelle obligation. À partir du premier salarié, c'est le premier document à mettre en place. Et je te donne un exemple assez malheureusement triste, mais qui va beaucoup parler aussi parce qu'on voit l'intérêt de ce document. Récemment, un employeur a été condamné pour homicide involontaire parce qu'il a eu un de ses salariés qui s'est suicidé malheureusement sur son lieu de travail, un comptable qui avait plus de 26 ans d'ancienneté, etc. Donc il reprochait un management toxique et quand il s'est fait condamner, les premiers reproches c'était quoi? Parmi les premiers manquements, c'était l'absence de mise à jour du document unique. Parce qu'en fait, ce document unique, il n'est pas là pour décorer, il est là pour mettre les potentiels risques. Et tu vois, par exemple, et merci d'ailleurs d'avoir mis en avant ma revue, tu as parlé des risques liés à la chaleur. Oui. Ce risque lié à la chaleur devra aussi faire partie du document unique. En fait, ce document unique, c'est un outil de pilotage des risques et de la santé de mes salariés. Et donc, en fait, si je l'intègre de cette manière, j'oublie un peu que c'est une contrainte, que je dois le faire juste pour faire joli, mais je sais que demain, si l'inspection du travail, elle me le demande, il est là. Il est là et c'est un outil de gestion de projet, je le dis toujours, parce que en fait, on va suivre les actions qu'on a mis en place
pour pallier telle ou telle carence. Par exemple, la chaleur, on a des nouvelles obligations là au 1er juillet, on le met et on commence à dire quelles actions et quel plan d'action sur 6 mois, 9 mois, est-ce qu'on a suivi, est-ce qu'on a fait. Et je trouve que quand on l'intègre en mode gestion de projet, quand on l'intègre comme outil protecteur et surtout protecteur pour l'employeur pour ne pas se faire condamner, eh ben on perd un peu la notion de documents administratifs, lassitude, etc. Mais alors, tu as raison, et tu as raison sur les 2 points, c'est que les équipes RH en ont tellement que c'est compliqué, et en même temps, ça peut être des outils de pilotage. Moi, je l'ai vécu avec le premier exercice que j'ai fait de GPEC, j'étais dans un grand groupe, ça s'appelait GPEC à l'époque, et on a eu un espèce d'effet en catastrophe, on a tous reçu des fichiers Excel où il fallait remplir des lignes, et à aucun moment, l'instance dirigeante de la boîte s'est réunie en disant à 3 ans, à 5 ans, c'est quoi nos besoins en tant que compétences, c'est quoi nos besoins en termes de métier, alors que c'est une question, alors aujourd'hui, qui est devenue essentielle. Mais c'est vrai que la difficulté, alors je pense de charge et d'anticipation aussi parfois dans les équipes RH, fait que tout ça est vu comme des cases à remplir, alors que ça devrait être des supports de réflexion stratégique sur un sujet qui est essentiel, qui est le capital humain. Hein. C'est bien le nom de ce podcast et c'est pas pour rien. Hein. C'est exactement ça. Et tu vois, quand on prend les sujets de cette manière, en mode ça va nous servir, c'est un allié business, voici ce que ça va nous éviter. Ce n'est plus ce que ça va nous coûter, ce que ça va nous faire gagner, c'est ce que ça va nous éviter. Ouais. Et c'est du temps, c'est vrai qu'on met pour le faire, mais c'est du temps de gagner par la suite. Non, tout à fait. Alors j'en ai encore quelques-unes, une qui est assez caricaturale, mais que j'ai entendu souvent, de la part de membres d'équipe qui disaient le droit du travail, c'est fait pour protéger les feignants. Le droit du travail, c'est fait pour protéger les fainéants, très caricatural, et j'ai même envie de dire, bah en fait sur le terrain c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce que il n'y a qu'à aller faire un tour dans une audience prud'homme ou cour d'appel et on voit en fait les manquements et on voit ce qui se passe sur le terrain. Vraiment, le droit du travail, c'est, je pense que pendant longtemps, et là, ça commence un peu à se démocratiser, ça commence un peu à être un peu plus vulgarisé, mais pendant longtemps, on a vu ce droit comme un droit qui protège que les salariés, un droit qui, c'est un peu l'arme première qu'on sort quand on a envie de dire non, quand on veut pas exécuter une tâche, par exemple. Sauf qu'en fait, un employeur bien outillé est un employeur qui connaît ses droits et ses obligations. Et donc, quand il connaît le droit, il sait que un salarié qui est fainéant, c'est-à-dire, si je caricature, par exemple, c'est un salarié qui n'exécute pas ses missions, par exemple, c'est un salarié qui fait ce qu'on appelle une insubordination. Bien sûr. Et ça juridiquement, c'est sanctionnable. Donc, en fait, il faut, je pense, sortir de ce prisme où on se dit que le droit est contre nous. Le droit est avec nous. Moi, j'ai toujours vu le droit comme étant avec moi. J'ai été salariée, j'ai été aussi RH et aujourd'hui, je suis à mon compte. Et je ne change pas de vision sur ce droit parce qu'en fait, il est un outil à notre service. Vraiment à notre service. L'employeur, ça va lui éviter des condamnations. Ça va aussi renforcer sa marque employeur. Alors, par contre, on va me dire, oui, quel est le rapport entre marque employeur et droit du travail ? Quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Dis donc, on va me dire ça, mais t'es marrante, mais c'est quoi le rapport ? Le rapport, c'est que le droit du travail nous oblige à créer un espace de travail respectueux et sain. Ouais. Plus on a de cadres, plus tout est réglé au millimètre près, plus on respecte le droit du travail et plus on a une culture saine. On n'a pas de risque à se retrouver sur Glassdoor, par exemple, avec des avis où on dit qu'il y a une culture de harcèlement ou alors l'employeur ne protège pas ses salariés, etc. Et en fait, c'est un cadre qui a bien une raison. C'est un cadre protecteur, tant pour l'employeur que les salariés. Et je sais que c'est difficile de le comprendre comme ça, mais c'est aussi mon travail au quotidien, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui paraît vraiment incompréhensible devienne vraiment limpide, clair, et surtout le visualiser. Et c'est pour ça aussi que je fais des infographies, parce que je sais que prendre un pavé noir sur blanc, franchement, même moi, des fois, j'ai mal au crâne à force de regarder. Non, mais franchement, tu vois, j'ai mon code du travail, j'ai tout. Des fois, j'ai tellement mal à la tête de regarder ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je comprends les employeurs qui sont dépassés ? Qu'est-ce que je les comprends ? Et du coup, c'est vrai qu'en le visualisant, quand je forme des équipes RH, on me dit, mais tout paraît plus clair, en fait. Tout paraît plus simple. Mais en fait, c'est simple à la base. C'est juste que
Ça n'a pas été écrit pour des non-juristes, malheureusement. Oui, je comprends. Et finalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que dans une entreprise, quand on applique les règles du droit du travail avec intention, c'est là où ça donne du sens, en fait. Ce sens que les salariés cherchent aujourd'hui. C'est-à-dire que si je fais une procédure GPEC vraiment bien menée, où j'aide aussi les managers à réfléchir et à se projeter sur le futur, ça veut dire que derrière, avec sens, ça va nourrir mon plan de formation, ça va nourrir les évolutions de métier. Et donc, pour les salariés, les choses vont devenir cohérentes. Mais absolument, mais je suis totalement d'accord. Tu vois, tu évoques l'aspect formation. J'ai vu une étude récente qui disait que la formation, c'est ce qui permettait de fidéliser les salariés, parce que si on les fait monter en compétences, ils restent. Donc en fait, plus on forme les gens, plus ils restent. Donc même un plan de formation, ça passe par connaître les dispositifs de formation, faire ce qu'on appelle des mobilités internes parfois, faire des congés sabbatiques pour leur permettre d'aller. Et tout ça, c'est des choses qui sont dans le code du travail. Le congé sabbatique, par exemple, il est dans le code du travail, on connaît les règles. Je veux dire, parfois on a envie d'innover, mais l'innovation est déjà là. C'est-à-dire que les outils sont déjà là, encore faut-il les comprendre et les adapter à son terrain. C'est vrai que ça, par contre, j'avoue que c'est le plus difficile. Et c'est ce que je comprends vraiment sur le terrain, c'est pas simple. Alors, j'ai une dernière question pour toi qui est en train de devenir une question traditionnelle dans ce podcast. Une fois qu'on a dit tout ça, ce podcast s'appelle Capital Humain. Comment est-ce que toi, tu définirais le capital humain dans l'entreprise ? Comment est-ce que je définirais le capital humain dans une entreprise ? Moi, je vois la notion de responsabilité, mais en même temps d'engagement. C'est-à-dire que c'est un capital, donc en fait, il faut miser dessus. Ouais. Il faut créer de l'engagement. Ce capital doit être engagé pour faire monter l'entreprise, mais c'est un capital humain dans le sens où on n'oublie pas que ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des matricules dans une entreprise, mais ce sont des personnes avec des émotions, avec des parcours de vie, avec des évolutions différentes. Et donc, en fait, prendre ça comme particularité dans cette globalité. Voilà, c'est assez paradoxal. Non, j'adore. Mais se dire que ces petits bouts de particularité vont faire cette culture globale plutôt saine et qui est cadrée. C'est comme ça que je le comprends. Merci Loubna. C'est la première fois que quelqu'un montre que finalement, ce qui pourrait sembler antinomique entre capital et humain, c'est bien la ressource de l'entreprise en fait. Et donc ça, merci pour cette définition et merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci beaucoup Magali. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.